En studio, il y a l'actualité politique provinciale nous a donné beaucoup de beaux sujets dans lesquels mordre aujourd'hui, Marie-Ève. Mais avant de passer à la chronique, je veux simplement revenir sur les noms qui ont été annoncés pour le Festival d'été de Québec. On connaît la programmation du festival depuis hier. Ce sera donc du 4 au 14 juillet. Marie-Ève, vas-tu au Festival d'été de Québec? Ben, j'aimerais bien y aller. J'ai 2 billets, mais si je suis capable d'en acheter un supplémentaire, ça me ferait encore plus plaisir. Je suis une ardente festivalière. Moi, ah oui, c'est vrai? Mon frère, qui est mon chum de festival, on fait beaucoup d'événements pendant le festival. Même lui est musicien professionnel et il prend une pause spécialement de ses performances pendant la période pour en profiter au maximum. Il y a beaucoup de gens qui prennent leurs vacances pendant le festival pour pouvoir participer aux activités. Qu'est-ce que tu penses de la programmation? Post Malone, J Balvin, 50 Cent, Jonas Brothers, ça c'est les gros noms, c'est les vedettes qui ont été annoncées. Ben tout le monde a dit, peu de femmes sur les grandes scènes. Je sais que le festival s'en est défendu. C'est pas moi la programmation qui m'excite le plus à ce jour-là. Il y a des années où est-ce que j'ai été beaucoup plus intéressée par la programmation, mais le festival d'été réserve des surprises chaque année. Extrêmement contente de voir le retour de Place Diouville aussi, une scène où on présentait des productions qui sont un petit peu plus métissées, puis accessibles aux gens qui ne sont pas capables de s'acheter un macaron ou qui souhaitent de simplement venir vivre l'ambiance du festival. Il y a la place devant l'Assemblée nationale, mais on se rend compte que le Festival d'été de Québec prend de plus en plus d'ampleur, mais a moins qu'auparavant là, une empreinte très Québec. Tu sais, on va au Franco, on sait c'est quoi. On va au festival de jazz, on sait c'est quoi. Peut-être que c'est moi qui vieillis puis qui suis moins en contact avec la musique contemporaine. La musique contemporaine, Nickelback. Non, c'est ça. Nickelback, pourquoi ça existe? Pourquoi? Puis pourquoi on les fait venir, surtout? Ben, il y a un public pour ça. Oui, mais Québec, c'est une ville de rock. Alors, Nickelback, même si certains disent que c'est un peu ridicule comme groupe, ils ont quand même un très, très grand public. Motley Crue, c'est drôle parce que il y a un ami qui me faisait remarquer que Motley Crue est le même soir que Michel Rivard. Puis on a comme l'impression que c'est le même socio-démo qui va peut-être vouloir s'intéresser aux deux. Fait que ça pourrait créer un engouement puis des sentiments de déchirement chez certains. Les lieux là à Québec commencent à être saturés. Il y a aussi une nouvelle programmation qui va avoir lieu avec le Grand Théâtre ou avec des productions payantes. Il reste quelques petits noms à amener. Moi, dans le passé, j'ai beaucoup apprécié la programmation qui était présentée quand c'était des concerts, pas juste des DJ, mais au Manège militaire, on a vu des groupes là faire des performances complètement déjantées. Et c'est beaucoup des activités un peu autour du festival d'été qui sont intéressantes. Maintenant, si on n'est pas confortable sur les plaines, si on est tous entassés les uns sur les autres, si c'est difficile, puis cette année, est-ce qu'il y aura du beau temps? C'est toujours une bonne question, ça. Est-ce qu'on devra annuler? Est-ce qu'il y aura des orages violents comme dans le passé? Mais le festival d'été, c'est un moment clé pour la ville de Québec. Puis pour beaucoup de gens de l'industrie du tourisme qui ont besoin de ce moment-là, là, on a beau dire, tu sais, la Grande Alice Bar pendant le festival d'été, ils ont eu des moments très difficiles, puis le vieux Québec, puis l'accueil touristique a énormément souffert. Le milieu change, Airbnb prend de la place, les gens ont moins d'argent disponible. Avoir un produit d'appel comme le festival, je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Dans la programmation québécoise, il y a quand même des femmes. Là. Il y a Marie-Annick Lépine, la fille des Cowboys fringants. Comment ça va se passer, ça? Moi, j'ai hâte de... Tu sais, ce concert-là, après le décès de Carl Tremblay, après le moment extraordinairement émouvant qu'a été la grande messe des Cowboys je sais pas quelle formule ils vont privilégier. J'ai bien hâte de voir ça. Peut-être que ce sera en petite salle. Elle a fait ses propres chansons dans sa carrière. Elle a eu sa petite carrière en parallèle avec ses propres albums. Il y a les Sœurs Boulay qui vont être là aussi. Martha Wainwright qui va être présente. Calamine aussi. Une seule personne avoir la tête d'affiche sur la plus grosse scène à être une femme. C'est qui déjà? C'est Alexandra Streliski, si je me trompe pas. Ça en dit aussi beaucoup sur notre difficulté à attirer des grands noms. Les festivals et événements ont des budgets restreints. Il faut que ça se coordonne avec plein de tournées qui sont déjà en cours. Puis là, je lisais l'article, il y en a qui sont pas dans un cycle de promotion d'un album. Il y en a qui vont bientôt commencer des tournées puis qui veulent pas perdre aussi des ventes de billets en faisant des spectacles gratuit ou à faible coût. Il y a des femmes aussi pour qui c'était pas nécessairement le bon moment ou peu importe.
Mais c'est vrai que dans l'industrie du spectacle, il y a beaucoup de femmes artistes, mais qu'on juge qu'elles soient de suffisamment grand nom. Là. Tu sais, à un moment donné, on les a fait le tour, là, les Lady Gaga, les Pink, Madonna, tous ces grands noms-là qu'on espère même plus chez nous. Là, on a eu Pink, ça a été un super spectacle. Puis j'ai hâte de voir, en tout cas, comment dans les prochaines années, on va être capable d'avoir cette représentativité-là qui demeure importante. Marc-André, est-ce qu'il y a des spectacles que tu comptes aller voir? As-tu vu la programmation? Je fuis le festival. Ah, il fuit le Festival d'été de Québec. Ah, mais il y en a, hein? Il y en a qui font ça aussi. Ben, il y en a qui font ça. Mais c'est tu vis peut-être dans mon le âge. Vieux-Québec, il faut dire. C'est vrai que ça doit être assez intense, vivre dans le Vieux-Québec pendant le festival. Mais ça fait 40 ans que je reste à Québec. Ouais. Puis j'ai connu le vieux festival. Où on faisait la file devant le métro pour aller chercher des passes puis des macarons qui flashent. Avant ça, bien avant les macarons. Mais c'est le public. C'est le public qui me dérange. Il dit que c'est le public qui le dérange. Moi, j'ai un cousin qui est un grand fan de musique électro, qui a le privilège d'aller dans tous les festivals importants dans le monde, puis il dit le public du Festival d'été de Québec, c'est le pire public sur la Terre. Pourquoi? Parce qu'il dit que les gens sont agressifs, ils savent pas vivre, ils parlent, ils te cognent, ils fument dans ta face, ils poussent, ils ont aucun respect pour les gens autour d'eux. Moi, j'ai écrit une chronique l'année dernière qui s'appelait Voyeul, qui disait, puis là, je parlais principalement des spectacles en salle, mais je pense que ça a aussi sa place dans les festivals. Puis là, on va partir un grand débat. Est-ce qu'on devrait parler pendant un show? Puis là, la moitié des gens qui vont me dire, on est là pour se voir, si tu veux écouter un disque, écoute-le chez vous. Puis moi, ce que je réponds là-dessus, puis ce que l'autre 50% des gens vont dire, si tu veux écouter juste la musique pendant que tu jases de d'autres choses, écoute le disque chez vous. Il y a un artiste devant toi qui donne un spectacle vivant. Il y a des gens qui sont là, puis là, ils me disent, ouais, mais ça coûte à moitié rien, ça fait que c'est pas important. C'est toujours important, l'écoute dans un spectacle, dans un concert. C'est impoli si tu parles pendant un show, puis c'est oui, tout, mais là. même si c'est là, les gens ils disent, oui, mais ça fait 2 ans qu'on est enfermés, on vous laisse voir, on veut se parler. Ben, parlez-vous T'avais ailleurs. dit ça parce que tu étais allé voir un spectacle en particulier? Je suis allé voir des ça? spectacles en salle où il y a du monde qui jase à côté de toi en salle. Ça rend agressif. Puis, tu sais, jaser, puis là, allumer son téléphone cellulaire pour lire ses textos, j'en suis, là, quand ça nous vibre sur la hanche, on veut juste voir c'est quoi, mais baissez votre luminosité, regardez ça discrètement, recachez ça. Il y a un artiste sur scène qui fait un travail de fou puis qui voit des faces allumées bleues. Il sait ce que vous êtes en train de faire. Surtout, il y a des gens qui l'écoutent puis qui sont absorbés parce qu'ils sont en train de vivre. Puis des fois, il y a des gens, moi, quand je vais voir certains spectacles, je vis une expérience, là, je veux dire, intérieure. Mais c'est ça, un des spectacle. fois. C'est ça. Moi, je suis la très fière vice-présidente du domaine Forget de Charlevoix, où on présente une programmation et variété et un festival de musique classique l'été avec une académie. Il y a une écoute qui a changé avec le temps. Les gens ne sont plus capables de s'asseoir, de se poser et de passer 2 heures à vivre un événement en communauté, en collectivité, vivre le silence avec d'autres gens pour écouter un spectacle ou regarder quelque chose devant soi. C'est devenu impossible. Êtes-vous capable à la maison de regarder une série télé, un 22 minutes sur tout.tv extra, pas de pub, sans prendre votre téléphone dans vos mains? Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui constatent qu'ils sont pas capables de faire ça, puis qui doivent parler avec quelqu'un, interagir, interrompre, commenter, rigoler pendant une pause, puis se mettre à diverger pour parler de quelque chose. Ça devient une question aussi de comment on est capable, nous, comme êtres humains, de garder notre attention. Les gens qui écoutent les radios ont cette capacité-là parce souvent, ils font d'autres choses, mais ils ont, à un moment, des fois, ils s'arrêtent puis ils écoutent pour vrai les chroniques qu'on fait ensemble. Là, on leur ajoute en plus de la vidéo. Ça aide, mais arrêter, prendre le temps, faire des tâches, même dans notre vie professionnelle, accomplir des tâches. Il y a maintenant des techniques, là, comme la technique Pomodoro, pour travailler 20 minutes, prendre une pause, travailler 20 minutes, prendre une pause. Les gens ne sont plus capables de se concentrer profondément pendant une période. C'est pour ça qu'on appelle ça faire des pommes. Oui, faire des pommes. Ça venait de là, je ne savais pas. La technique Pomodoro, c'est oui, puis c'est 20 minutes, 5 minutes de pause, 20 minutes, 5 minutes de pause, 20 minutes, plus longue pause. Mais c'est quand même on appelle ça triste faire des Pomodoro. Morcellement de notre capacité d'attention est atteint ce niveau-là. Moi, je le remarque, en tout cas, c'est peut-être le vieillissement, le mien d'ailleurs, là, mais j'ai été une étudiante à l'université, j'étais capable de me plonger dans quelque chose, mais ça trahit mon âge, il n'y avait pas tout ce dérangement de boum. Et ça, on perd. Puis maintenant, on l'a sur notre poignet, on enlève nos téléphones, puis on a l'impression que la hanche nous vibre quand même. Ça a beaucoup changé avec le temps, puis je pense que ça affecte les connexions dans notre cerveau.
On va parler de politique provinciale. Marie-Ève, on a reçu une question d'une auditrice cette semaine qui voulait absolument que je te pose à toi cette question-ci. La fameuse motion de Martine Biron qui a été déposée cette semaine ou la semaine dernière. Je suis déjà tannée. Oui, bon. T'as chroniqué... Non, t'as pas chroniqué là-dessus, mais t'as réagi beaucoup sur les réseaux sociaux. Cette motion, donc, qui condamne l'utilisation... Est-ce qu'on peut la lire? Oui, je l'ai, moi. Oui, vas-y. je l'ai prise en photo ce matin pour être capable d'y référer correctement. Là. Parlons vagin. Que l'Assemblée nationale dénonce le choix des mots utilisés dans un récent jugement de la Cour suprême pour désigner les femmes, qu'elle réitère l'importance de conserver le mot « femme », qu'elle se dissocie de l'utilisation de termes ou de concepts contribuant à invisibiliser les femmes, qu'elle rappelle les gains importants réalisés dans les dernières décennies afin de faire avancer les droits des femmes et la nécessité de protéger ces droits acquis. Bon, on a bien placé tout ça en contexte avec Raymond lundi qui venait faire sa chronique politique fédérale. On a parlé de la décision de la Cour suprême, on a cité l'extrait dans lequel cette expression-là... Le paragraphe 109. Ouais, voilà. Oui, parce qu'ils sont numérotés, évidemment, oui. Les paragraphes des décisions de la Cour suprême. La question de l'auditrice, je pense que c'est Mme Fournier, c'est... Penses-tu que c'est le genre de motion qui a pu être en réalité commandée par le bureau du premier ministre? Je te le demande et l'auditrice te le demande à toi parce que tu avais évoqué lors de notre dernière rencontre il y a 2 semaines le fait qu'il n'était pas impossible que la fameuse consultation bidon sur le transport à Québec que doit porter la ministre Guilbeault, tu avais dit c'est pas impossible ça que ce soit on essaie de la discréditer. un coup de vache du bureau du premier ministre pour essayer de lui faire porter un dossier chapeau empoisonné pour lui nuire dans sa carrière. Dans le cadre de la motion dont on parle aujourd'hui, la réponse c'est non. Parce que tu le dis de façon catégorique. Ouais. Martine Biron n'intéresse personne. C'est plate, c'est triste. Elle a toutes les qualités qu'on veut, là. Ce n'est pas une personne qui est en position de nuire à son chef. Ce n'est pas une personne qui va faire, par ses dossiers, par ses prises de position, ombrage à qui que ce soit. Elle ne menace personne. Des fois, on se demande même si elle menace de faire sa job un jour ou pas, parce que des motions comme celle-là et d'autres motions ou d'autres bonnes volontés, entre autres Martine Biron, qui est ministre responsable aussi des dossiers féminins, donc de la condition féminine. Martine Biron a amené à un moment donné l'idée de protéger ou comme la France l'a fait, là, mais pas exactement de la même manière, le droit à l'avortement, l'accès à l'avortement pour les femmes. On sait que c'était un peu ridicule dans la mesure où le Québec ne peut pas faire grand-chose, même si on enchâsse ça dans une charte ou de quelque manière que ce soit. La seule chose qu'on peut faire pour défendre le droit à l'avortement, c'est offrir des services rapidement, dans les meilleurs délais, dans le plus grand respect et sans jugement. Or, une motion comme celle-là aurait servi à rien. Là, la motion de cette semaine sur l'utilisation de personnes ayant un vagin dans un jugement, d'abord, on se doute qu'elle ne l'a pas lu. On se doute qu'on a pris cette décision-là à partir d'une chronique dans le National Post qui a été reprise par un autre chroniqueur dans un média que je ne nommerai pas pour ne pas me situer en conflit d'intérêts. Et on pense, en tout cas, que là, personne n'a réfléchi. D'ailleurs, les élus de l'Assemblée nationale ont voté à l'unanimité pour cette motion imbécile, il y a 125 députés à l'Assemblée nationale. Il y en a une qui est assise sur le siège du président, ça fait qu'on vote toujours à 124 au max. Mettons, les 3 vice-présidents votent pas, là, on vote à 122 à peu près, ou 121. Tout le monde, 100% des gens, Québec solidaire, Parti québécois, Parti libéral, le gouvernement, les indépendants, tout le monde a pesé sur son bouton. Oui, je suis en faveur de cette motion imbécile, même pas ridicule, là. C'est imbécile. On n'a pas lu le jugement. Après ça, on revient avec l'argument de dire « Ah, mais les choses vont trop vite. » Un instant, là. Est-ce que toi, tu rentres dans un magasin, tu achètes quelque chose, tu signes un contrat, puis tu le lis pas? Parce qu'une motion de l'Assemblée nationale, c'est pas anodin. Puis on nous dit, c'est le jeu des motions. Le jeu des motions, là, c'est ce principe qui oblige quelqu'un à se commettre sur une notion de fond. Par exemple, on va donner une motion pour dénoncer les actes haineux dont sont victimes les Juifs. Puis là, toutes les personnes qui veulent défendre les musulmans parce qu'il y a un conflit en ce moment entre Juifs et musulmans en Israël et dans la bande de Gaza, ben là, vont s'y opposer. Puis là, t'as l'air d'être contre la dénonciation
de ce qui se passe pour les personnes victimes d'antisémitisme, alors que ce que tu veux, c'est inclure une autre motion vertueuse. Fait que l'idée, c'est toujours de jouer ton adversaire, le mettre devant une contradiction, devant quelque chose d'extrêmement vertueux, et d'ajouter dans la même motion une affaire tout à fait dénonçable pour forcer ton adversaire à voter contre et avoir l'air fou et porter l'odieux d'avoir refusé une motion ou d'avoir voté contre une motion. Ou, dans le cas qui nous intéresse, bien là, tout le monde a dit oui parce que c'était vertueux, mais c'est pas que tout le monde n'a pas compris que c'était imbécile. C'est que les gens n'ont même pas réfléchi dans ce cas-là. Ils ont voté sur quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Ils n'ont pas lu le jugement. Moi, je n'ai même pas l'information pour vous dire ce matin, puis je l'ai pas traversé rapidement, le jugement, là. J'ai pas l'information ce matin pour vous dire est-ce que ce jugement-là a été écrit en anglais et dans sa version française, mais maintenant, une personne ayant un vagin, tu sais. Là, la question, c'est une question il y a une question de droit qui est défendue dans tout ça, puis le mot femme est répété. Quand la ministre responsable de la condition féminine fièrement se lève et dit que parce qu'une fois un jugement de la Cour suprême utilise des termes qui ne sont pas consensuels, il y a là une atteinte grave et une invisibilisation de la femme. Il faut que la nation se lève au complet. Que la nation et que le gouvernement et les élus de l'Assemblée se lèvent et formalisent. Là, ça, c'est dans les galets de l'Assemblée nationale pour toujours. Moi, je suis d'une part outrée, d'autre part que Québec solidaire nous dise, nous, on a voté pour ça parce qu'on voulait pas que les gens pensent qu'on est en faveur de l'invisibilisation de la femme. Parce que Québec solidaire, son plus gros problème devant l'électorat, puis la raison pour laquelle ils ont de la difficulté à élargir leur électorat, c'est qu'ils sont perçus comme des militants super woke, pro-drag queen à l'école, pro-trans, pro-droit des personnes dans la frange de la société, pro-marginalisation, et que tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, en faveur du port du voile. Fait que là, ils se disent, ben nous, on passe pour des extrémistes. Si on vote contre cette motion-là, on va prouver à tout le monde qu'on est des extrémistes. Ne faisons pas ça. Protégeons le mot femme. Puis là, ils se réveillent le lendemain matin, puis ils disent, c'est allé trop vite. Ça allait trop vite. Ben, si ça va trop vite, mon ami, cesse de ralentir le groupe, là. Soit tu votes non, puis tu dis, on va revenir demain matin. Puis même chose, le Parti libéral, Andrea Morin, qui présentait avec Martine Biron cette motion-là, c'est un avocat. À un certain moment donné, on s'attend à ce que quand on parle d'un jugement de la Cour suprême, on soit capable de comprendre le contexte dans lequel il a été pris. Puis, Parti québécois, qui se tient droit et fort en disant « Nous ne pensons pas avoir erré, c'était une excellente motion ». Le Parti québécois fait ça pour une seule raison, pour dire, dans cette situation-là, que la Cour suprême, c'est des pas fins, des méchants qui ne connaissent pas le Québec, qui vont à l'encontre de nos valeurs fondamentales. Vite, quittons le Canada, puisque nous ne nommons pas nos juges et ils ne nous comprennent pas, ils ne savent pas qui nous sommes. Oui, parce que là, il y a un exercice de recul en ce moment. Je pense, Québec solidaire dit qu'il regrette. En tout cas, je ne sais pas si c'est ça qu'ils disent Québec exactement. solidaire et le Parti libéral disent « Ah, ben on a peut-être agi trop vite, la prochaine fois, on agira mieux. » Ben, il est trop tard. Puis, tu sais, on a vu, là, je vais faire le parallèle avec une autre situation qui est complètement différente. À Ottawa, un président de la Chambre des communes avait invité un vieux gentil monsieur de sa circonscription à la suggestion de son fils. Puis, il a été hommagé par tous. Puis ça donne que c'était un sale nazi qui est caché au Canada depuis toujours. Puis c'est peut-être un très bon grand-papa depuis, là. Mais donc, on a eu l'air d'une gang de caca. Et le premier ministre, après ça, a dit « Oui, je ne savais pas, j'ai honte. Nous devrions effacer cette portion de ce qu'on a fait dans nos travaux. » Ça ne s'efface pas, les travaux de la Chambre des communes. On n'est pas dans une dictature. Même chose à l'Assemblée nationale. Là, tout le monde a honte, mais tout le monde a voté en faveur de quelque chose. Vivez dans votre honte, mais demain matin, on ne peut pas la défaire, cette motion-là. Elle est là pour toujours. Et quiconque, dans 20 ans, 30 ans, retourne dans les galets de l'Assemblée nationale, va voir qu'un jour, on a voté sur une chose tout à fait futile. Et en quoi l'Assemblée nationale du Québec, le plus haut lieu de notre démocratie, trouve que c'est pertinent, sans aucune considération préalable, de dénoncer, de s'inscrire en faux contre le plus haut tribunal au pays. Quelle porte on ouvre? Puis est-ce qu'on pense que c'est correct de faire ça? Est-ce que tous les autres jugements de la Cour suprême sont dénonçables sur une lecture rapide
parce qu'on a décidé que c'était le fun de dénoncer, puis c'était... Ouais. Mais, ce qui est insultant, c'est que ça a été fait sur une pécadille, puis sur une mauvaise certains lecture, te diront une que lecture de mauvaise foi. Ouais, certains diront que ce n'est pas inoffensif. Et là, ça alimente tous les agités du bocal qui disent non, c'est comme ça que nos droits se font manger tranquillement. On invisibilise tranquillement la femme. Personne ne le voit parce que c'était juste un mot sur une occurrence sur 67. Mais là, c'est sournois, puis il y a un complot national pour faire disparaître l'homme et la femme. On ne sera plus un pays binaire, puis on est dans un transnationalisme multiethnique. C'est ridicule. C'est tout à fait ridicule. Ça alimente plein de monde qui aime ça, ces affaires-là. C'est drôle qu'on en parle ce matin parce que ça coïncide avec l'annonce du décès hier d'Yves Michaud, qui lui aussi a fait l'objet d'une motion de ce type-là. Une motion de censure par l'Assemblée nationale. Je pense que c'est en 2000, ça fait longtemps. Je ne l'ai pas fraîchement à l'esprit. Ça fait très longtemps. On lui reprochait d'avoir tenu des propos sur les Juifs qui étaient jugés antisémites. Ça avait été porté, cette motion-là, par 2 députés. Je pense qu'il y avait un péquiste, un libéral aussi, comme en l'espèce. L'Assemblée n'avait pas fini par s'excuser a posteriori, il y a une cinquantaine de députés de l'époque qui, 10 ans après, ont dit qu'ils regrettaient d'avoir voté sur cette motion-là de façon précipitée comme ça. C'était aussi... En fait, tu appelles ça le jeu d'émotions, Marie-Ève, mais en fait, c'est des pièges, ces motions-là. Oui. C'est un jeu piégé. C'est un jeu piégé. Là, on avait... Ce que tu me dis, c'est que c'est plus courant qu'on pense, en fait. Mais dans le cas d'Yves Michaud, mettons, là, ça, c'est un dossier où, évidemment, il y avait des dossiers hautement sensibles, puis on revit ces dossiers-là aujourd'hui. Hier, la presse a dû retirer une caricature de Chapelot parce qu'il y avait un sous-entendu dans la caricature. Ouais. Bref, on est toujours dans des sensibilités avec le dossier, entre autres, de l'antisémitisme. Puis l'Assemblée nationale est un peu frileuse là-dessus. Mais quand on parle du jeu d'émotions, là, on a une motion d'importance, celle sur l'invisibilisation du mot femme ou de la place de la femme dans la société. Puis ça participe à plein d'affaires, là, le voile, tout ça. Là, partez-moi pas parce qu'on va être encore là la semaine prochaine puis on n'aura pas fait de pause. Mais dans le cas du jeu d'émotions, puis pour répondre à la question de notre auditrice, le jeu, c'est beaucoup de dire, ben pour notre parti, puis souvent, il y en a qui sont présentés par l'opposition. Quand ils sont présentés conjointement, c'est parce qu'on a réussi à aller chercher un appui dans chaque parti, puis on pense que notre motion va être acceptée par tous. Mais il y en a, et allez voir, là, souvent, dans le passé, Marois Risky était très souvent la fille qui présentait des motions et qui, après ça, les déposait sur... Et Isabelle Melançon, à l'époque où elle était ministre, où elle était députée de l'opposition, était excellente dans ça. Préparer une motion, laisser une petite porte ouverte au doute ou une petite phrase qui va rendre la motion inacceptable pour le parti. Et après ça, mettre sur les réseaux sociaux la motion avec un gros X dessus, écrit « Refusé ». Puis là, c'est le gouvernement qui a l'odieux d'avoir refusé. Mais le gouvernement est majoritaire en ce moment. Il pourrait quand même présenter une motion, puis elle serait adoptée. Ouais. Mais là, au moins, les députés pourraient demander un appel nominal pour être sûr que leur voix soit bien enregistrée pour la postérité comme à l'encontre de la dite motion. Mais chaque fois, c'est vraiment de mettre quelque chose de tout à fait vertueux, puis entre 2 virgules, souvent dans une incise, ou que l'Assemblée nationale reconnaisse que, puis rajoute, tu sais, tous les Québécois ont droit d'être soignés dans des délais, blablabla. Puis là, on se rend compte que le gouvernement ne veut pas voter là-dessus parce qu'il n'est pas capable de respecter sa propre motion, de soigner dans des délais, nanana. Fait que le gouvernement, ben, dans ce temps-là, il se lève puis il dit non, et pas de consentement. Puis là, on dépose même pas la motion puis on vote pas. Il nous reste quelques minutes. Marie-Ève, tu voulais nous parler du sondage, celui qui est sorti hier, je présume, qui ne fait au fond que répéter, cimenter, consolider quelque chose qu'on sait déjà de sondage en sondage depuis 8-10 mois, je dirais. Ça va mal à la chope. Ça va mal à la chope pour la CAQ. Ça va mal à la chope, mais le sondage nous démontre aussi que les Québécois sont des gens de contradiction. Les Québécois nous disent, nous pensons que Paul Saint-Pierre Plamondon ferait le meilleur premier ministre, mais nous ne voulons rien savoir de la souveraineté. Nous pensons que le Parti québécois devrait former un gouvernement majoritaire si on croit les dernières projections. Puis on s'entend qu'on est encore à 2 ans d'une élection, mais on veut rien savoir de la souveraineté. On aime Mais j'entends toujours ça, Marie-Ève. On est à 2 ans des élections. Sauf que d'ici 2 ans, qu'est-ce qui pourrait faire changer ce scénario-là? On s'entend que le Parti québécois, qui a absolument rien à perdre,
je veux dire, il faudrait une catastrophe de relations publiques dans la famille de Paul Saint-Pierre Plamondon pour qu'il se mette à dégringoler du jour au lendemain dans les sondages. Là, genre, il faudrait qu'on le surprenne en train d'écraser des chatons avec un Hummer en écoutant du death metal nazi. Non, je pense là, qu'il pognerait pareil, là. Ah, mais bon, on s'entend que il y a le Cubini là, pour les 2 prochaines années. Ce serait extrêmement inattendu puis surprenant de le voir perdre cette cote de popularité-là dont il joue actuellement. À l'opposé, difficile aussi de voir ce que la CAQ pourrait faire pour se mettre à remonter soudainement dans les sondages. Ben, à part certainement donner des chèques de 10 000 piastres à tous les Québécois. Certainement pas 11 milliards de déficit. Ça, c'était la meilleure façon de ne pas remonter dans les sondages. Je n'ai pas d'écho du caucus d'hier soir, mais je pense que ce caucus, malgré le fait qu'il semble qu'il n'y aurait pas eu de hauts cris, le caucus devait être insatisfait de ce budget. Puis dans les contradictions des Québécois qu'ils ont exprimées dans le dernier sondage, ils disent aussi c'est un mauvais budget, on fait trop de déficit, mais on est d'accord que la santé puis l'éducation devraient être mis à l'avant-plan, mais on est d'accord que telle mesure était valable, puis là, oui, on veut un retour à l'équilibre, mais on veut pas payer plus d'impôts, on veut pas redonner le point de pourcentage d'impôts qui nous a été donné en diminution récemment, on veut pas perdre des services, on ne veut pas payer plus cher nos services de garde. Ouais. Fait que tu sais, on est plein de contradictions, là, on veut le beurre, l'argent du beurre, ce genre de paradoxe là, c'est probablement dans toutes les sociétés occidentales, on s'entend. Là, je veux dire, on n'est pas les seuls à nourrir ce genre de paradoxe-là. Ben, ce que l'on nourrit, par contre, c'est de dire, oui, ce gouvernement-là est pas bon, mais on trouve qu'il fait des bonnes affaires. C'est bizarre. Puis quelle est l'alternative? Ce que ça dit, c'est pas seulement que François Legault et son équipe prennent des mauvaises décisions. Ce que ça dit aussi, c'est l'incapacité des oppositions à se démarquer. Éric Duhaime, qui est le porteur de la colère collective, ne monte pas de manière significative. Le premier ministre est en train tranquillement de tourner le dos à la région de Québec parce que justement les conservateurs et les gens du Parti québécois sont en train d'occuper le terrain. C'est comme si on se repliait sur des valeurs sûres, puis on disait, ben nous, là, on va aller s'occuper des régions où est-ce que de toute façon, on est capable de sauver des meubles. Puis une stratégie de monter les meubles du sous-sol parce que l'inondation s'en vient, c'est une stratégie de dernier recours. On s'entend, là, tu devrais être en train de calfeutrer tes murs, mais là, tu te dis, ben trop tard, je me bats pas là-dessus, je monte les meubles, puis je sauve ce que je peux. Et c'est un peu une stratégie de perdant, disons-le. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon a le beau jeu de dire on a mis François Legault face à ses contradictions. Moi, j'ai déjà écrit une chronique disant que le but de M. Legault, c'était de venir vers la souveraineté avec plein de mesures qui viennent en fraction avec le fédéralisme. Je pense pas qu'il va se lever demain matin pour dire bon, ben finalement, on s'est rendu compte qu'on n'arrête pas de se faire gifler par Justin Trudeau. Sacrons notre camp. Il peut plus faire ça parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a pris ce ballon-là puis qui court comme un champion vers la ligne des buts. Puis ça, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui, sans gêne, porte l'idée de la souveraineté, le discours souverainiste, l'idée d'un référendum aussi, puis il propose perpétuellement des référendums sur plein de patentes, là, sur l'immigration, sur ci, sur ça, pour démontrer à quel point le Québec ne fonctionne plus dans la fédération. François Legault ne peut pas reprendre ce ballon-là. Fait que lui qui a mangé le lunch de tout le monde quand la CAQ a pris sa place, ben il est en train de se faire gruger le sien. Le dossier de l'économie, les libéraux ont été capables de faire un budget qui se tenait debout, puis avec des grands coûts pour les services sociaux, mais avait rééquilibré le budget. Le Parti québécois avait le nationalisme. La CAQ l'avait repris, mais là, oups, le nationalisme remonte. Ça fait que François Legault, il se fait déshabiller tranquillement. Le grand facteur X dans les 2 prochaines années, c'est l'identité du ou de la prochaine chef du Parti libéral du Québec. C'est ça qui pourrait changer éventuellement les choses. Je te suggère ça comme prochain sujet de ça pourra changer un peu les choses, là, mais pour qu'on s'en parle la prochaine fois, il faudrait que j'aie d'autres noms que Denis Coderre dont je voudrais te parler. Merci beaucoup, Marie-Ève. Toujours un grand plaisir. Avec plaisir. Dread at the controls.